Chapitre Saint-Dieu murmure dans Baker Street, c'est par une soirée particulièrement humide et venteuse du printemps 1989 que je me retrouvais assis au coin du feu au 221B Baker Street, observant avec satisfaction l'étrange mélange d'ordre et de chaos si caractéristique des appartements de mon compagnon. La pluie claquait incessamment contre les vitres et le brouillard, venu du fleuve, enveloppait la rue d'un voile gris et humide. À l'intérieur, en revanche, tout n'était que chaleur et odeur familière de fumée de tabac et d'expériences chimiques. Holmes, affalé dans son fauteuil, les jambes élancées d'un homme qui n'avait pas encore perdu l'indolence d'une journée de contemplation, était occupé à balancer une pipe en terre sur le rebord de la cheminée. Ses traits anguleux, tels des éperviers, étaient illuminés par la lueur du feu, et ses yeux gris perçants, toujours si vifs d'une énergie latente, étaient fixés sur l'objet avec une intensité singulière. « Vous avez l'air d'un homme qui réfléchit à une question absconse, » et dis-je en remuant mon thé. « Un simple exercice d'équilibre, Watson. » répondit-il avec un léger sourire. Un esprit trop longtemps oisif doit parfois s'occuper de futilités jusqu'à ce qu'une affaire digne de ce nom se présente. Je suppose que la cour a été calme? C'est inhabituel. Lestrade n'a envoyé aucun télégramme ces 10 derniers jours. Une véritable sécheresse criminelle, si l'on peut dire, même si l'on soupçonne que les éléments les plus obscurs de Londres attendent simplement le moment où la vigilance se relâchera. Il se pencha brusquement, huma l'air et fronça les sourcils. Mais peut-être que notre répit est terminé. À cet instant, Madame Hudson frappa discrètement à la porte et fit entrer une dame, grande et mince, vêtue d'habits de deuil, dont le riche tissu laissait deviner un certain raffinement. Son visage, pâle d'anxiété, était encadré d'un voile noir, et ses mains gantées tremblaient tandis qu'elle serrait un petit paquet relié en papier kraft. « Monsieur Holmes, » dit-elle à voix basse, « je vous prie de bien vouloir m'excuser pour cette intrusion, mais je suis à bout de nerfs. Scotland Yard n'a pas pu, ou n'a pas voulu, m'apporter son aide. Et on m'a dit qu'il n'y avait personne à Londres plus capable de démêler ce qui déconcerte les autres. » Holmes se leva avec une courtoisie qui m'étonnait toujours lorsqu'elle était accordée à ceux qu'il jugeait méritants. « Veuillez vous asseoir, madame. Soyez la bienvenue. Le docteur Watson, mon ami et chroniqueur, peut-il rester ?»« En effet, » dit-elle, en s'enfonçant dans le fauteuil que Holmes lui avait indiqué. « J'apprécierais un autre témoin pour corroborer mon récit. » Elle retira l'emballage du paquet d'une main tremblante, révélant une rose unique d'un rouge cramoisi profond. Ses pétales étaient meurtris, comme écrasés par une main imprudente, et pourtant, un parfum si doux s'y accrochait que la pièce sembla momentanément transformée. « Ceci, » dit la dame, « a été trouvé sur le corps de mon cousin, Monsieur Edwin Latham, il y a 2 nuits. Il a été découvert sans vie dans la véranda de notre maison familiale à Bayswater. Aucune blessure, aucun signe de lutte, seulement cette fleur posée sur sa poitrine. La police parle d'une crise d'épilepsie soudaine, mais je ne sais pas. Edwin n'était pas malade, et il y a d'autres circonstances. » Holmes se pencha en avant, prenant la rose avec la délicatesse d'un chirurgien. Il examina sa tige, ses pétales et son calice avec sa loupe, ses narines se dilatant légèrement tandis qu'il inhalait son parfum. « Curieux, » murmura-t-il, « un hybride, mais je n'arrive pas à en situer la souche précise. Et là, Watson, voyez-vous cette légère tache sur le pétale extérieur ? Ce n'est ni de la poussière, ni de la terre. Quelque chose d'huileux et de teinte jaunâtre. Je me suis penché, mais je n'ai pas pu en déduire grand-chose. De la sève peut-être ? Pas de la sève, répondit Holmes.
On verra bien. La dame, mademoiselle Clara Latham, comme elle se présenta, raconta les détails de l'affaire. Monsieur Edwin Latham, un jeune homme au tempérament érudit, était récemment revenu d'une expédition botanique dans le sud de la France. 2 soirs après son arrivée, on l'avait découvert mort dans la serre attenante au salon de leur résidence de Bayswater. Il n'y avait aucun signe de violence, mais son expression, dit-elle, exprimait une profonde terreur, comme s'il avait assisté à une terrible révélation à l'instant de la mort. Holmes écouta sans interruption, n'intervenant qu'une seule fois pour clarifier l'emplacement de certaines portes et fenêtres ou pour vérifier si des traces de pas avaient été observées sur le chemin de gravier menant à la véranda. Lorsqu'elle eut terminé, il se rassit, croisant ses longs doigts et la regardant avec une attention sérieuse. « Mademoiselle Latham, vous avez eu raison de venir me voir. Il y a dans votre récit le germe de quelque chose de très inhabituel. Un homme ne meurt pas ainsi. Une rose écrasée sur la poitrine, sans pouvoir humain ou autre. Dites-moi, qui avait accès à cette serre la nuit en question ?» Elle hésita. « Seulement moi, ma cousine, notre jardinier et monsieur Henry Carstairs, une connaissance d'Edwin qui nous a rendu visite récemment. » Monsieur Carstairs se dit intéressé par les études botaniques d'Edwin. « En effet. Et ce jardinier, qu'en penses-tu ? Monsieur Briggs est un ancien serviteur. Je ne peux pas croire qu'il puisse faire du mal à qui que ce soit. » Holmes hocha la tête pensivement, faisant lentement tourner la rose entre ses doigts. « Il ne faut jamais écarter une possibilité sous prétexte qu'elle blesse le cœur, mademoiselle Latham. Même les serviteurs les plus fidèles ont parfois nourri des sentiments plus sombres. Pourtant, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. » Il se leva, sonna Madame Hudson et demanda qu'on appelle un taxi. « Watson, » dit-il en attrapant son manteau et son chapeau. « Nous accompagnerons mademoiselle Latham à Bayswater sans délai. Il vaut mieux examiner une scène nouvelle avant que le moindre détail ne soit effacé par le temps ou par une intervention bien intentionnée. » En descendant l'escalier et en sortant dans la nuit chargée de brouillard, j'ai ressenti ce frisson familier, ce mélange d'appréhension et d'excitation qui annonce toujours une nouvelle enquête. Holmes, marchant à grands pas à mes côtés, semblait déjà absorbé par un calcul silencieux. La rose cramoisie, soigneusement tenue, entre le pouce et l'index, comme si elle était la clé d'une salle secrète du savoir. Je ne me doutais pas que cette fleur fragile, avec son défaut mystérieux et son parfum enivrant, nous conduirait à l'une des énigmes les plus complexes et les plus périlleuses que nous ayons jamais rencontrées. Le cas qui serait connu dans mes annales, sous le nom de la rose qui murmurait des secrets. Chapitre 2. Holmes à Bayswater et une petite démonstration. Nous n'étions pas loin de Baker Street que la bruine continue se transforma en une forte grêle, et les vitres du fiacre transformèrent le monde au-delà en un flou de gaz et de pavés mouillés. Mademoiselle Clara Latham était assise en face de nous dans le fiacre, son voile à moitié tiré et ses doigts entrelacés de cette nervosité qui exprime mieux que tous les mots l'étreinte du chagrin et de l'appréhension. Holmes se tenait droit, sa longue silhouette gênée seulement par le véhicule, mais son regard avait déjà amorcé cet examen rapide et réfléchi qui, par une économie de moyens, semble extraire d'un seul instant l'information d'une heure entière. « Vous comprenez, » dit Miss Latham à voix basse, « que la police a été douce, monsieur Holmes, mais qu'elle n'a pas trouvé de réponse. L'inspecteur Lestrade m'a dit très franchement qu'en l'absence de traces de violence ou d'enquête indiquant une maladie,
Ils ne peuvent guère faire plus que consigner l'événement. Pourtant, Edwin était en bonne santé. Il s'est rendu à la serre pour prendre les mesures d'un spécimen qu'il chérissait. Et c'est là que nous l'avons trouvé. Holmes inclina la tête. « Vous avez bien fait de venir ici, mademoiselle Latham. Les institutions, aussi zélées soient-elles, ont tendance à se montrer optimistes lorsqu'elles classent une affaire, lorsqu'elle offense plus qu'elle ne la rend perplexe. Je vous en prie, n'en dites pas plus pour le moment. Il y a des choses que je préfère apprendre en voyant plutôt qu'en entendant. » Il se tourna alors vers moi avec ce demi-sourire qui parfois déconcerte, car, sous son amabilité, on sent la froideur d'une intelligence prête à l'action. « Vous m'accompagnerez, Watson, car les poumons d'un médecin sont rarement inutilisés sur les lieux d'une scène de crime. Remarquez aussi comment l'affaire sera éclairée par certains détails insignifiants que vous ne trouverez nulle part dans un rapport officiel. » Nous descendîmes à l'entrée de la maison Latham, une rue respectable qui conservait encore un peu de la tranquillité suburbaine d'autrefois. Des domestiques en livrée sombre s'inclinèrent à la porte. Le majordome, un homme dont le visage donnait l'impression d'avoir connu de nombreuses heures d'autorité, sans pour autant s'en être endurci, nous reçut avec l'inquiétude respectueuse propre à ceux qui ont été chargés de maintenir l'ordre et qui l'ont vu rompre. « Mademoiselle Latham, monsieur, Dr. Watson, monsieur Holmes, » dit-il en s'inclinant. « Nous vous sommes très reconnaissants d'être venus par un temps pareil. La serre est telle que vous l'avez vue, dans le même état. Sir Edwin était un gentleman tranquille, comme sa famille. Le pauvre, que Dieu le garde. » Le regard de Holmes se posa cependant non pas sur le visage du majordome, mais sur ses mains. Elles étaient propres, les ongles légèrement rongés, et une légère odeur de citron flottait sur la peau. « Vous gardez votre argenterie brillante, à ce que je vois, » dit Holmes. Le citron suggère l'utilisation d'un produit à polir acide. On ne peut pas facilement le dissimuler dans une maison de cette taille. Le majordome cligna des yeux, stupéfait et ravi à la fois. Holmes laissa ce léger triomphe de côté. Il était impatient d'entrer dans la véranda. La structure vitrée s'ouvrait sur un air chaud et humide qui sentait la terre humide, le fer rouillé et le léger parfum capiteux des fleurs confinées. Des lampadaires à gaz à l'intérieur de la maison projetaient une lumière pâle et constante qui transformait le monde vert en un clair-obscur de feuilles luisantes et d'ombres noires. Le corps d'Edwin Latham gisait là, exactement là où mademoiselle Clara l'avait décrit. Sa silhouette était appuyée contre un banc en fer forgé. Son visage était cireux et tiré, et ses yeux écarquillés et fixes, comme sous le choc d'une soudaine reconnaissance intérieure. Sur sa poitrine était posée, avec une propreté cérémonieuse qui donnait à cette disposition des airs de rituel, la rose cramoisie qu'il avait rapportée de ses voyages. J'avoue avoir ressenti un moment de lassitude. J'avais déjà vu la mort sous bien des formes, soudaine et persistante, héroïque et sordide. Pourtant, il existe des scènes dont la sobriété effroyable nous coupe la parole, même lorsque l'habitude nous y a habitués. Holmes, cependant, se déplaçait parmi les pots et les treillis comme s'il examinait un spécimen rare. Il scruta un pot comme un botaniste scrute un microscope, se pencha sous une fougère brisée et, avec une dextérité habituelle, examina un morceau de ficelle brisée accroché au treillis métallique. « Observe, Watson, » dit-il sans me regarder directement. Le rose est délibérément placé, la tige vers l'épaule gauche. C'est inhabituel. Remarque aussi le léger brillant des pétales inférieurs. Il tenait la fleur à bout de bras et la renifla d'un air mi-théâtral, mi-scientifique. « Tu as trouvé ça sur lui ?» demandai-je. « Oui,
Et avant que vous ne posiez la question, Monsieur Latham n'est pas mort de peur. Il y a une tache sur le pétale, une tache anormale pour la plante. Je soupçonne une substance huileuse. L'index de Holmes, ganté de ce chevreau fin qu'il affectionnait, traça le bord d'un pétale d'un geste délicat. Nous allons l'apporter à mon logement pour analyse. Il y a aussi des traces de pas sur le chemin de gravier, irrégulièrement espacées. Les traces de bottes suggèrent 2 personnes et une main qui porte la trace d'une manipulation récente d'épines de rose. Mademoiselle Latham sursauta involontairement. « Mon jardinier, Briggs, porte des marques, des piqûres sur ses avant-bras. Il l'a admis quand nous l'avons interrogé. » Holmes réfléchit, puis dit, avec un équilibre délicat et direct, comme d'une main sûre, « Un jardinier portera toujours des marques de service. Pourtant, il ne faut pas laisser l'évidence primer. Y a-t-il d'autres personnes ayant accès à la véranda la nuit ? Mademoiselle Latham nous parla de Monsieur Henry Carstairs, un homme beau et bien habillé, qui était souvent notre invité, et qu'on avait vu s'attarder sous la vitre pour une conversation privée. Le majordome mentionna également la visite tardive d'un monsieur parti en taxi. Le regard de Holmes s'illumina. « Ce type de fiacre, dit-il avec l'étrange délicatesse qu'il tire d'un raisonnement en chaîne. Et le fiacre à 3 chevaux Baker & Sons. Le motif debout sur le moyeu de la roue trahit leur style. Celui qui a fait cette visite a usé de moyens considérables. On ne s'attendait peut-être pas à un tel visiteur dans une famille discrètement vantée en société. Pourtant, cela s'accorde parfaitement avec la présence d'un homme comme M. Carstairs. Il plia la rose et la glissa soigneusement dans un mouchoir. Après ces observations préliminaires, Holmes fit pour l'instruction de Miss Latham et, je l'avoue, avec un plaisir qui me ravit, une petite démonstration de son art qui, bien que apparemment sans rapport, servit à la fois à apaiser la maisonnée et à instruire les personnes présentes sur les vastes possibilités de la déduction minutieuse. Il sortit de sa poche une petite blague à tabac, visiblement usée, et sortant une vieille pipe en terre cuite, la tendit au majordome. « Permettez-moi de vous montrer un détail, Monsieur Edwards, dit-il. Vous observerez votre propre main. » L'homme, à la fois flatté et nerveux, tendit la main. Holmes examina l'annulaire et la base de l'ongle avec un sérieux qui donnait à cet acte des allures de nécessité médicale. « Vous polissez beaucoup l'argenterie, » me murmura Holmes, « et pourtant, vous ne vous salissez pas le pouce en travaillant. Cela dénote une habitude. Tenir le chiffon avec un pouce et 2 doigts. Votre cuticule est un peu rugueuse à la main gauche. Vous tenez les couteaux en laiton à peu près de la même manière. Cette habitude est devenue, à force de répétition, une seconde nature. Notez aussi cette légère tache brune sur votre manchette. Du café, je crois, un vestige de la cafetière de ce matin. » Le majordome rit, rougit et fut aussitôt charmé. Holmes, par ce petit numéro, atténua l'horreur de la maisonnée. Il se sentait en présence d'un homme qui voyait des choses subtiles et restait imperturbable. C'est le propre de telles démonstrations de calme et de maîtrise. En révélant qu'on peut lire les petites inscriptions de la vie, la suspicion est, étrangement, dirigée vers des voies plus sûres. Mais Holmes ne quitta jamais la véranda des yeux bien longtemps. Il arpenta le gravier, souleva la verrière pour inspecter les massifs et remarqua l'état du poêle de la serre. Ce poêle a été utilisé récemment. Ai-je, observa-t-il, voyez la poussière de charbon sous le rebord, qui a été refait, et le léger noircissement des briques. Celui qui occupait ces bancs ce soir connaissait bien le décor. Un amateur serait maladroit pour déplacer des pots. Ce jardinier, Briggs, ou quelqu'un comme lui, aurait la main sûre. Pourtant, l'huile sur la rose, remarquez la légère teinte jaune près de la tige, suggère la présence d'un onguent particulier.
peu utilisé en horticulture ordinaire. Un onguent, murmura mademoiselle Latham. Edwin m'a parlé d'un emplastrum qu'il avait acquis en Provence pour protéger ses boutures du mildiou. Les yeux de Holmes se plissèrent. La Provence, oui. Le sud de la France, tout à fait. Il y a une touche continentale dans cette affaire. Je ne serais pas surpris que M. Latham ait expérimenté des applications virsantes propres à cette région. Mais les expériences horticoles tuent rarement un homme sur le coup. Il y a peut-être plus qu'une simple curiosité botanique derrière tout cela. Rien, si ce n'est peut-être une certaine ferveur. Il parlait avec une certaine animation d'une découverte qu'il comptait publier. J'ai trouvé charmant qu'il ait conservé un tel zèle plus tard. Holmes laissa le silence s'installer jusqu'à ce que Carster, légèrement rouge, se déplace sur sa chaise. « Vous vous intéressez à l'horticulture, Monsieur Carster », poursuivit Holmes d'une voix douce. « On pourrait presque dire que vous la pratiquez comme d'autres le font aux échecs ou à la musique. » Carster eut un léger sourire. « Ce n'est qu'un divertissement. L'amusement peut être dangereux quand il empiète sur la chimie, » murmura Holmes, les yeux plissés. Il se leva et se dirigea vers un meuble où des fioles de verre étaient rangées en rangs ordonnés. « Vous conservez ici une belle collection d'essences. Puis-je » Carster hésita, puis acquiesça. Holmes déboucha une bouteille, la renifla et la remit en place avec une dextérité qui dissimulait son regard. « L'huile d'Elleber » me murmura-t-il. « Pas commun. » Le visage de Carster s'assombrit légèrement. « Monsieur, je ne peux imaginer l'impact que cela a sur la tragédie. »« Peut-être pas, » dit Holmes d'un ton neutre. « Mais on ne perd jamais son temps. Vous nous pardonnerez si nous empiétions encore sur votre temps. Nous vous en sommes très reconnaissants. » Il fit une révérence si courtoise que l'autre ne put que nous raccompagner. Une fois dans la rue, Holmes accéléra le pas, le bord de son chapeau baissé pour se protéger de la bruine. « Watson, nous avons appris que notre ami conserve des préparations peu connues en dehors du laboratoire d'un botaniste empoisonneur. L'Elleber est une connaissance dangereuse. Ajoutez à cela sa présence inexpliquée à l'heure précise, et l'ombre s'allonge. Tu penses que Carster est coupable ?» Holmes secoua la tête. « Pas encore. C'est un homme de secret. Il reste à prouver s'il touche au destin de Sir Edwin. L'affaire de la rose me laisse toujours perplexe. Pourquoi la placer si soigneusement sur le corps? Sentiment ou message? Tant que nous ne le saurons pas, nous avançons en terrain glissant. Nous avons hélé un taxi pour Baker Street, le brouillard nous enveloppant comme de la laine mouillée. Tandis que le cheval avançait d'un pas régulier vers le nord, j'ai observé le profil net de mon compagnon dans la lumière grise, notant son absorption intérieure qui signalait une nouvelle organisation de ses faits. « Il y a un fil conducteur, Watson, » dit-il doucement. Un fil conducteur qui serpente d'une serre de Bayswater à un cabinet de voyage de Duke Street, et peut-être plus loin encore. En attendant qu'il soit complètement tracé, soyons patients. Nous sommes donc retournés à Baker Street. L'énigme s'approfondissant, et la figure d'Henry Carstairs se tenant debout et énigmatique dans le puzzle croissant de la rose qui murmurait des secrets. Chapitre 4. Le jardin s'ouvert l'après-midi suivant s'avéra lumineux, mais d'un froid mordant. Le soleil pâle brillant sans chaleur sur une ville enveloppée de givre. Je retrouvai Holmes à notre table du salon, entouré du butin de notre enquête, la rose cramoisie, maintenant retombante dans son emballage de soie, plusieurs petites fioles contenant des résidus de ses pétales, et un carré de terre de la serre soigneusement pressé entre des lames de verre. Il me salua d'un simple hochement de tête, le regard fixé à travers la lentille de son microscope. « Watson, dit-il enfin en se penchant en arrière,
Notre fleur a commencé à parler. J'imagine qu'elle en dira davantage si nous savons écouter. Il m'indiqua les lames, sur lesquelles je pouvais distinguer de faibles taches cristallines au milieu de la terre humide. Et j'ai soumis le sol et les résidus à la chaleur et à des réactifs. Poursuivit-il, observez ces dépôts, des alcaloïdes d'une classe particulière, contenant un élément rarement utilisé, sauf dans les expériences sur des tissus vivants. Ils ne proviennent d'aucune préparation utilisée en horticulture conventionnelle. Alors la rose a été trafiquée? Ai-je risqué? Presque certainement. Quelqu'un a infusé la plante, ou plutôt ses pétales, avec une solution destinée à agir sur le système nerveux. La quantité est faible, mais la puissance pourrait être considérable. La question est, pourquoi l'administrer par une rose? Il y a une intention ici, Watson, une connotation symbolique. Il se leva, arpentant l'âtre, les mains enfoncées dans ses poches. Considérez aussi la scène. Le corps déposé avec un air de cérémonie. La fleur disposée sur la poitrine. L'atmosphère de calme. Aucune lutte. Si la mort était destinée à terrifier, on pourrait s'attendre à du désordre. Si elle était destinée à avertir, on pourrait s'attendre à un message. Nous avons là un secret enveloppé de parfum. À ce moment-là, Madame Hudson fit entrer Mademoiselle Clara Latham, son voile relevé, révélant un visage pâle mais serein. Elle nous remercia de l'avoir reçu et déposa une enveloppe cachetée sur la table. « Il est arrivé par la poste ce matin, » dit-elle. « L'écriture m'est inconnue. » Holmes examina l'adresse, puis ouvrit la pièce jointe avec son canif. À l'intérieur se trouvait un simple bout de papier ivoire, sur lequel était écrit, d'une belle écriture, 4 mots seulement. « Gardez la rose en sécurité ». Holmes fronça les sourcils. Il leva le mot devant la fenêtre, puis le renifla légèrement. Du papier cher, un soupçon d'huile de santal. L'auteur souhaite paraître cultivé. Ou leste. La lettre vous est-elle parvenue directement, Mademoiselle Latham? Oui, à la maison de Bayswater. Briggs l'a apportée avec le courrier du petit déjeuner. Holmes fit de nouveau les 100 pas, le mot pendu entre son pouce et son index. Celui qui a envoyé ceci sait que la rose est en notre possession. Cela suggère une observation, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Il se retourna brusquement. « Dites-moi, Mademoiselle Latham, qui dans la maisonnée est entièrement digne de confiance ?» Elle hésita. « Edwards, notre majordome, est avec nous depuis 20 ans. Briggs est rude mais loyal. Il n'y a que Mary, la femme de chambre, et elle n'a jamais suscité d'inquiétude. Pourtant, l'ennemi de la vérité porte souvent le masque de l'habitude, » dit Holmes doucement. « Non, ne prenez pas cet air alarmé. Mon rôle est de soupçonner où reposent les autres. » Il posa plusieurs questions rapides concernant les visiteurs de la maison, les allées et venues des domestiques et les bruits inhabituels de cette nuit fatale. Rien de significatif n'en ressortit. Holmes congédia aussitôt Mademoiselle Latham en lui promettant de lui écrire dès que ses investigations seraient avancées. Après son départ, Holmes se rassit. « Et Watson, il est impératif que nous retournions à la serre ce soir, après la tombée de la nuit. Je soupçonne que la scène pourrait révéler quelque chose d'invisible à la lumière du jour. » Cette nuit-là, nous approchâmes de la résidence des Latham sous une lune si fine qu'elle n'était plus qu'un fil tendu dans le ciel hivernal. Briggs nous fit entrer avec un grognement, visiblement mal à l'aise en notre compagnie. À la demande de Holmes, la maisonnée resta à l'intérieur pendant que nous traversions vers la serre. L'air intérieur était frais et chargé d'une odeur de feuillage humide. Les ombres des palmiers et des fougères se dessinaient sur les dalles. Holmes se déplaçait tel un spectre parmi les plantes, sa lanterne projetant une lueur ambrée sur les feuilles mouillées.
Il s'arrêta devant le banc où le corps de Sir Edwin avait été retrouvé. « Remarquez, Watson !» murmura-t-il en désignant le sol. « 2 empreintes subsistent, faibles mais distinctes, sur le gravier. L'une est la semelle émoussée d'une botte de jardinier. L'autre, plus étroite, aux talons taillés à la mode étrangère. Elles se dressent côte à côte, comme si leur porteur conversait. Il examina le poêle en fonte et souleva son couvercle. « Les cendres fraîches !» murmura-t-il. « Quelqu'un a entretenu le poêle depuis la nuit du drame. Briggs prétend qu'il ne l'a pas fait. Pourquoi quelqu'un d'autre s'aventurerait-il ici ?» Nous entendîmes alors un léger clic provenant du sentier extérieur. Holmes éteignit la lanterne, m'entraînant derrière un bouquet de grands géraniums. La porte grinça. Une silhouette se glissa à l'intérieur. Une silhouette sombre se découpant sur la vitre éclairée par la lune. L'intrus se dirigea prudemment vers le banc, se penchant comme pour fouiller parmi les pots. Holmes s'élança avec une rapidité étonnante pour un homme aussi maigre. Il saisit le poignet de l'homme, une brève lutte s'engagea, interrompue par la voix de Holmes qui perça l'obscurité. Nous avons longuement interrogé le jardinier et le majordome. Briggs était un homme brusque, à la mâchoire carrée, dont le langage était aussi brutal que ses mains. Il a admis se lever à des heures indues et s'occuper de la véranda sous les ordres de M. Latham. Il a nié s'être disputé avec son employeur. Le majordome, quant à lui, a fourni les heures auxquelles la maisonnée se rapprochait, mais aucun de ces récits n'a permis d'approfondir l'affaire. À la demande de Holmes, j'ai examiné le corps avec toute l'attention médico-légale que ma formation médicale me permettait. Il n'y avait aucune contusion, aucune plaie chirurgicale, aucun signe de strangulation ou de blessure externe. Ses pupilles étaient dilatées, ses lèvres présentaient un léger bord bleuté, signe possible d'asphyxie. Pourtant, le cœur n'était pas hypertrophié, il n'y avait aucun signe d'apoplexie. En bref, les constatations médicales concordait avec ce que Lestrade avait déclaré à mademoiselle Latham. Le corps ne donnait guère d'indices, hormis un arrêt brutal. Holmes, quant à lui, avait déjà mis la rose dans un sac et un petit morceau du papier kraft qui l'avait enveloppé, et avait demandé qu'un fragment de terre soit envoyé dans nos chambres pour une observation chimique plus précise. Alors que nous nous apprêtions à partir, Holmes s'arrêta sur le seuil et, avec cette tendresse soudaine qu'il manifeste parfois, posa une main réconfortante sur le bras de mademoiselle Latham. « Vous avez bien fait, madame, de nous apporter ceci, » dit-il doucement. « Ne désespérons pas, il reste des pistes à explorer. Je pense, pour l'instant, qu'il faut interroger M. Carster, mais avec mesure. Vous avez comme fil conducteur les traces de pneus du jardinier, la visite cordiale et un onguent étranger. Nous les suivrons avec la patience et l'art du détective. » Dans le fiacre, il me répéta, presque comme s'il travaillait le problème dans sa tête, les quelques détails qui, pour lui, s'organisaient déjà en une forme intelligible. La tache huileuse sur la rose, la trace d'onguent étranger, le motif des empreintes de pas, le genre de fiacre qui avait emmené un visiteur, et surtout, la fleur posée comme un signe sur la poitrine. « Il y a un langage ici, Watson, » dit-il, « et ce langage est double, celui des hommes et celui des choses. Nous devons écouter les deux. » Je remarquai ses paroles et la singulière assurance de ses manières. Il avait accompli sa petite démonstration, lisant, pour ainsi dire, les écrits de la maison comme on lit un livre, et ce faisant, avait apaisé l'inquiétude tout en recueillant, avec une douce assurance, les éléments bruts de sa pensée. J'avoue que mon cœur battait à la fois d'admiration et de cette petite sensation désagréable qui envahit un homme lorsqu'il s'aperçoit que l'esprit d'autrui a anticipé
ses propres questions. Ainsi s'acheva notre première inspection à Bayswater. La pluie avait cessé. Les réverbères brillaient comme des sentinelles vigilantes, et le trajet de retour vers Baker Street se fit sans bruit, hormis le léger bruit du taxi. Le visage pâle de Miss Latham s'estompa dans l'obscurité, et Holmes, repliant ses gants sur ses genoux, semblait déjà engagé dans une enquête. Il n'avait pas encore énoncé sa conclusion. Il ne le fait jamais avant d'avoir complètement tiré les ficelles. Pourtant, dans les détails, il m'avait beaucoup appris. Ce crime, enveloppé dans le doux déguisement d'une fleur, ne se révélerait ni purement domestique, ni purement provincial. Il portait en lui l'accent de lieux plus reculés, et un esprit qui possédait une connaissance dangereuse, des plantes et de l'application subtile des huiles et des essences. « Watson, dit-il enfin, son léger sourire revenant, vous me ferez la faveur d'examiner le papier Kraft et le sol demain. Il sera instructif de savoir si la Provence laisse sa signature dans les constituants. En attendant, nous allons discuter tranquillement avec l'inspecteur Lestrade et Monsieur Carster. » Je me suis assis sur les coussins, l'observant, et j'avoue qu'un léger frisson d'anticipation m'a parcouru. Le cas de la rose qui murmurait des secrets avait commencé, et déjà les quelques signes d'une fleur, et la constance de quelques hommes promettait une intrigue qui mettrait à l'épreuve la patience et la méthode de mon singulier ami. Chapitre 3. L'ombre de Monsieur Carster le lendemain matin, froid et gris ardoise. Une brume s'accrochait aux cheminées, comme de la laine accrochée à une haie. Je pris mon petit déjeuner tôt à Baker Street et trouvai Holmes déjà à table, sa tasse intacte, ses longs doigts penchés sur un plateau où il avait disposé, avec la propreté d'un chirurgien préparant ses instruments, les objets rassemblés à Bayswater, la rose pourpre, dont les pétales avaient légèrement fané depuis la veille, le morceau de papier Kraft, et une petite boîte contenant l'échantillon de terre prélevé sur le sol de la véranda. Holmes leva brièvement les yeux, ses yeux brillants de cette lumière d'acier que j'avais appris à associer à un triomphe privé de la logique. « Bonjour, Watson. Veuillez examiner ceci, » dit-il en désignant la rose d'un geste délicat. « Observez le résidu sous le calice. » Je me penchai dessus. Un léger reflet jaunâtre se répandait sur les pétales près de la tige, et un parfum presque imperceptible, piquant, médicinal, monta lorsque je l'approchai de mon nez. « Pas du pollen, » remarqua Holmes comme s'il lisait dans mes pensées. « Une solution préparée avec précision. J'en ai soumis une infime quantité à la chaleur de ma lampe à alcool. Il en est résulté une trace de vapeur amère, très différente de toutes les essences utilisées par les fleuristes. Quelque chose d'origine continentale, je suppose. » Il prit un bout de papier couvert de notes soigneusement écrites au crayon. J'ai également pris des renseignements sur Monsieur Henry Carstairs. C'est un homme fortuné, récemment revenu d'un voyage au Levant, formé à Oxford, passionné de musique et de plantes exotiques. Il aurait importé des bulbes rares de Constantinople. Plus précisément, il a été aperçu entrant au conservatoire de Latham à la tombée de la nuit, le jour même de la mort de Sir Edwin. « Vous le soupçonnez ?» demandai-je. Holmes haussa les épaules, son visage maigre et indéchiffrable. « Je ne soupçonne jamais ou je peux déduire quoi que ce soit. Carster présente une piste prometteuse, mais rien de plus. Nous devons vérifier la question. » Il se leva, enfila son pardessus et prit sa loupe et sa canne. Lestrade doit être à Scotland Yard. Nous allons d'abord le consulter, puis, si les circonstances le permettent, nous demanderons un entretien à notre voyageur. La cour présentait son animation habituelle. Des employés s'affairaient parmi des piles de papier. Des agents se réchauffèrent les mains au poêle. Une odeur de laine humide et d'encre imprégnait tout.
Lestrade nous salua d'un hochement de tête sec, visiblement soulagé de pouvoir compter sur le jugement de Holmes. « Vous avez entendu parler de ce Carster ?» demanda Holmes sans préambule. Lestrade feuilleta une liasse de billets. Son nom a été mentionné hier soir. Un homme plutôt élégant, logeant à Duke Street, St. James's. Dépense beaucoup d'argent en bibelots et en vin. Habite seul. Pas de domestique, à part une femme de ménage. Rien contre lui dans les archives. « Alors, nous ferons escale à Duke Street », dit Holmes en se détournant si brusquement que Lestrade haussa les sourcils en signe de protestation. « Venez, Watson. » Carster nous reçut dans un salon aussi soigné qu'un club, dont la cheminée était chargée d'astrolabes en laiton, de coquillages et de délicats flacons de liquide coloré. Il était grand, au teint blafard, avec des cheveux soigneusement brossés et un air de défiance qui pouvait être de la timidité ou du calcul. « Vous avez des nouvelles de mademoiselle Latham ?» demanda-t-il lorsque Holmes nous présenta. Sa voix était basse, musicale, mais teintée d'une tension qu'il ne parvenait pas à dissimuler complètement. Holmes inclina gravement la tête. « Et nous enquêtons sur les circonstances de la mort tragique de Sir Edwin Latham. Votre nom a été mentionné comme l'un des visiteurs du conservatoire ce soir-là. » Carster regarda fixement mon compagnon. « Je suis effectivement venu, sur invitation, je précise. Sir Edwin avait promis de me montrer une nouvelle espèce de rosier grimpant. Je suis parti avant le souper, le trouvant de très bonne humeur. » Holmes s'assit, sa canne en équilibre sur ses genoux. « Vous n'avez rien remarqué d'inhabituel dans son attitude. »« Assez, monsieur Carster. Je crois que vous avez choisi une heure particulière pour admirer les roses. » Carster, c'était bien lui, se redressa, les traits crispés dans la lumière pâle. « Monsieur Holmes, dit-il, essoufflé mais s'efforçant de retrouver son calme. « Je peux vous expliquer. »« Vous le ferez, » répondit Holmes froidement, en sortant une petite bougie et en rallumant la lampe. « Mais vous m'excuserez si je préfère entendre votre explication sous le toit de Miss Latham, plutôt qu'ici, dans l'ombre. » Sous escorte, Carster nous accompagna jusqu'au salon, où l'expression étonnée du majordome accueillit notre entrée. Holmes lui ordonna de nous quitter, puis se tourna vers l'intrus. « Maintenant, monsieur, dit-il, ayez la bonté de nous informer pourquoi vous avez pénétré illégalement à minuit dans une maison récemment assombrie par une tragédie. » Le regard de Carster passa de Holmes à moi. Il sembla peser le pour et le contre, puis parla avec une assurance forcée. « Je suis venu, et, dit-il, récupérer un document que Sir Edwin m'avait confié. Des notes sur une expérience botanique. Je craignais que sa divulgation ne porte atteinte à sa réputation. » « Et vraiment ?» Holmes répondit sèchement. « Et où est ce papier, précisément ?» Carster hésita. Il l'a caché dans une boîte sous le banc. Les yeux de Holmes brillèrent. « C'est singulier que vous ayez choisi de le sauver ce soir, après qu'un avertissement ait été envoyé à mademoiselle Latham. Votre zèle pour l'honneur de votre ami est admirable, bien qu'un peu tardif. » Carster rougit, mais tint bon. « J'avoue que le moment est mal choisi, mais mon inquiétude est sincère. » Holmes le regarda un long moment, puis se détourna et sortit de sa poche le mot concernant la rose. « Nous vérifierons votre déclaration, monsieur Carstairs. Pour l'instant, vous restez en liberté, mais vous risquez d'être convoqué. » Alors que nous retournions à Baker Street par des rues désertes et argentées par le givre, Holmes s'appuya contre les coussins, silencieux, à l'exception d'un léger bourdonnement dans sa barbe. Il finit par parler. « Cet homme joue un rôle, Watson. Méchant ou gardien, je ne peux pas encore le dire. Mais une chose est sûre, la rose n'est pas un simple ornement. C'est la clé de voûte de toute cette énigme. » Et ainsi, avec le clair de lune sur les toits glacés,
Notre enquête est entrée dans une phase plus sombre et plus complexe que tout ce que nous avions connu jusqu'à présent. La rose qui murmurait des secrets. Chapitre 20 murmure dans le brouillard le lendemain matin. Gris et humide, une brume marine s'élevait de la Tamise et enveloppait Londres d'un voile moite. Notre petit déjeuner à Baker Street fut silencieux. Holmes jouait avec son café, tandis que ses longs doigts marquaient un rythme tranquille sur la table. Il était clair pour moi qu'il était occupé par notre aventure nocturne à Bayswater. « Watson, dit-il brusquement, avez-vous déjà remarqué comment un mensonge laisse des traces sur la vérité ? Monsieur Carster jouait un rôle hier soir, mais je n'ai pas encore déterminé quel scénario il suit. » Avant que je puisse répondre, un coup sec retentit à la porte du salon, et Madame Hudson fit entrer l'inspecteur Lestrade. Il paraissait transi et plutôt harassé, comme si le brouillard matinal l'avait pénétré jusqu'aux os. « Ah, Holmes, dit Lestrade, je suis content de vous retrouver. Nous avons eu une autre affaire curieuse, et j'ai tout de suite pensé à vous. Il y a eu un cambriolage à la bibliothèque de Sir Edwin Latham. » Le regard de Holmes s'éclaircit. « Vraiment, veuillez vous asseoir et nous raconter tout. » Lestrade sortit un carnet et le feuilleta. « Quelqu'un a forcé une fenêtre latérale tard hier soir, entre minuit et 1 heure, à notre avis, et a fouillé une armoire pleine de papiers. Rien d'autre n'a été dérangé. Ni argenterie, ni vaisselle. Juste une liasse de carnets, d'après le majordome. Le voleur a-t-il réussi à prendre quelque chose ? Ai-je demandé ? Apparemment, un seul volume, répondit Lestrade. Un petit registre relié en veau. Mademoiselle Latham dit qu'il contenait les notes de son père sur certaines expériences horticoles. Holmes me lança un regard significatif, puis se pencha. Carster vous a-t-il accompagné pour inspecter les lieux ? Il était présent à mon arrivée, dit Lestrade avec une pointe de désapprobation. Il prétendait avoir été convoqué par Mademoiselle Latham pour le conseiller sur la collection. Je ne peux pas dire que j'ai été séduit par ses manières. Holmes sourit faiblement. Votre instinct, Lestrade, est souvent meilleur que vous ne le pensez. Avez-vous examiné l'allée du jardin devant la fenêtre de la bibliothèque ? Il y avait des traces de pas, oui, admit Lestrade. Mais le sol était meuble, et une demi-douzaine de personnes l'avaient piétiné à notre arrivée. Holmes se leva, arracha son manteau de sa patère et attrapa son chapeau. Watson, votre revolver. Lestrade, si vous voulez bien nous faire l'honneur de votre compagnie, je propose que nous retournions à Bayswater immédiatement. La brume s'épaississait, tandis que notre taxi roulait bruyamment vers l'ouest à travers des rues étouffées par l'humidité. Arrivé à Latham House, le jardin était dissimulé par un rideau de brouillard et les haies scintillaient de gouttelettes telles des colliers de perles de verre. Briggs nous accueillit à la porte, visiblement soulagé de voir des renforts. Holmes se rendit directement à la bibliothèque. La fenêtre en question donnait sur la pelouse. Son verrou était parfaitement verrouillé. Il se baissa pour examiner le rebord à la loupe, traçant une trace pâle du doigt. « De la graisse », murmura-t-il. « Ça servait à adoucir une lame, peut-être. » Un homme prudent. Il continua son chemin, arpentant le tapis d'un pas rapide et court. Le meuble portait les traces d'une fouille hâtive, mais les volumes restants étaient intacts, leur dos aligné avec une précision, suggérant que le voleur n'avait cherché qu'une seule récompense. Holmes m'a fait signe d'approcher. « Remarquez, Watson, la marque sur le rebord intérieur, arrondie au bord, comme si on frappait un poing américain. Quelqu'un de l'extérieur souhaitait entrer, et un complice à l'intérieur a accepté. Nous descendîmes sur la pelouse, où le brouillard recouvrait l'herbe. Holmes s'accroupit près des massifs de fleurs, étudiant le sol avec cette expression absorbée que je connaissais si bien. Il sortit alors de terre un morceau de tissu. « Pas
pas plus grand qu'un timbre-poste, aux fibres déchirées et légèrement parfumé. Il le glissa soigneusement dans son portefeuille. « Un gant de dame, ou une partie de celui-ci, » annonça-t-il. « Parfumé à l'essence de rose. Curieux, n'est-ce pas, que des roses hantent chaque recoin de cette affaire ?» Lestrade renifla. « Ou peut-être est-ce juste une visiteuse. »« Peut-être, » dit Holmes, mais l'éclat dans ses yeux suggérait le contraire. Mademoiselle Latham nous rejoignit peu après, enveloppée dans un manteau sombre pour se protéger de l'humidité. Elle paraissait lasse, mais son attitude conservait une dignité tranquille. « Monsieur Holmes, dit-elle, j'ai à peine dormi. Dire que quelqu'un pourrait s'introduire dans la chambre de mon père, après tout ce qui s'est passé. » Le ton de Holmes s'adoucit. « Il faut prendre courage, mademoiselle Latham. Ces attentats ne sont pas sans but, et leur but est identifiable. Dites-moi qui, à part vous, connaissez ce registre ?» Elle fronça les sourcils, pensive. « Monsieur Carstairs, bien sûr. Et Monsieur Edwards, notre majordome, c'est lui qui garde les clés. L'ancien collègue de mon père, le docteur Veyron, était peut-être au courant de son existence. Ils correspondaient souvent. »« Au docteur Veyron ?» répéta Holmes. « Un Français. »« Oui, il enseigne la botanique à la Sorbonne, mais il était de passage à Londres jusqu'à récemment. » Holmes rangea le nom sans commentaire. Il se tourna vers Lestrade. « Avez-vous posté un agent ? Un homme à la porte ?» dit l'inspecteur. « Mais le brouillard est un piètre allié pour les gardiens. » Holmes hocha la tête d'un air absent. Son regard s'était posé sur la rose sur la cheminée, toujours dans son tube de verre. Il la souleva doucement et la fit tourner sous la lumière. « Watson, qui dit-il enfin, te souviens-tu que notre ami de minuit prétendait chercher certains papiers? Pourtant, ce n'est pas Carstairs qui a volé le registre, sauf erreur de ma part. » Holmes laissa tomber le sujet avec une apparente indifférence, même si je décelais une lueur de triomphe discret dans son regard. Il orienta la conversation vers les papiers de Sir Edwin Latham, incitant Carstairs à s'interroger sur leur prétendue valeur. L'homme protesta qu'il ne cherchait qu'à protéger mademoiselle Latham de trafiquants sans scrupules. Quand nous prîmes congé, Holmes s'arrêta sur le trottoir, examinant les marches avec intérêt. « Voyez-vous, Watson, la démarche lourde de M. Carstairs. Ce n'est pas un coureur de nuit, quoi qu'il en soit. Alors, on l'élimine. » Holmes secoua la tête. « On le laisse de côté pour l'instant. » Dans l'après-midi, Wiggins revint, triomphant et essoufflé. Le portier de la Serpentine avait identifié le bouton en laiton comme appartenant à l'uniforme de leur laquais. Seuls 2 de ces laquais étaient actuellement en service. Un vétéran impassible nommé Mason et un jeune homme, français d'origine, connu sous le nom de Jules Arnaud. L'intérêt de Holmes s'éveilla à ce dernier nom. « Arnaud », songea-t-il, « je me souviens qu'un certain docteur Veyron avait mentionné un élève portant ce nom dans une correspondance concernant des roses rares. Il arpentait la pièce, les mains jointes dans le dos, tandis que la lumière du soleil éclairait les volutes de fumée au-dessus de sa tête. « Watson, le chemin se dégage. Un élève français a accès à la bibliothèque du club. Un registre volé, un intrus qui court comme un lièvre. Nous irons au Serpentine Club ce soir, mais je dois d'abord écrire un mot à mademoiselle Latham pour la mettre en garde contre toute nouvelle promenade solitaire. Pensez-vous qu'elle-même soit en danger ?» Le visage de Holmes s'adoucit légèrement. « Elle se tient entre le voleur et sa cible. C'est souvent un danger. À 6 heures, nous nous rendîmes à Pall Mall. Le Serpentine Club présentait une façade majestueuse, avec ses piliers de pierre et sa plaque de laiton qui brillait dans la lumière déclinante. À l'intérieur, l'atmosphère était feutrée, avec un léger parfum de cuir et de bois poli.
Holmes se présenta à la secrétaire, lui montrant un mot de l'estrade demandant sa coopération. Pendant que nous attendions la liste du personnel, l'attention de Holmes se porta sur une vitrine près de l'escalier, contenant des curiosités botaniques, des fleurs séchées, des herbes et un spécimen pressé d'une rose rare. Il se pencha sur ce dernier avec un vif intérêt. « Observe, Watson », murmura-t-il, « rosier français var, des secrets, un hybride attribué à Sir Edwin lui-même. Notre voleur ne vole pas seulement du papier, mais le secret de la vie préservé dans les pétales. » La secrétaire revint avec la liste des employés. Le long doigt de Holmes s'arrêta sur le nom Jules Arnaud. « Un jeune employé, » répondit l'homme. « Oh, sobre, travailleur et parle rarement. » Holmes demanda à voir le jeune homme, mais on nous répondit qu'il n'avait pas pris son service depuis la veille. Holmes remercia la secrétaire et se dirigea vers la porte. « Nous avons débusqué un oiseau, » dit-il un jour dans la rue. « La question est de savoir s'il vole seul ou à la demande d'un autre. Alors que nous ailions un taxi pour retourner à Baker Street, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que le filet invisible autour de Miss Latham et autour de nous se resserrait à chaque découverte. » Chapitre. Vite Holmes tente un piège. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de spéculations et de rapports fragmentaires. Jules Arnaud, le valet de pied français, avait disparu comme englouti par la ville. Aucun de ses collègues du Serpentine Club ne pouvait dire où il était allé après avoir quitté son poste cette nuit brumeuse. Holmes, cependant, ne manifesta aucune gêne. Au contraire, une étrange lueur de satisfaction éclaira son regard, et je compris qu'il était engagé dans une manœuvre discrète. Le troisième matin après notre visite à Pall Mall, Holmes étala une feuille de papier sur la table du petit déjeuner. Elle portait une jolie publicité, récemment parue dans le colonne d'agonie de la foi, Adjia. Tout est pardonné. Le grand livre peut être rendu sans question. Apportez une rose en guise de gage. Rendez-vous à la Vieille Serre, vendredi à minuit. ELJ élevait les yeux, stupéfait. Holmes, c'est la main de mademoiselle Latham. Une admirable contrefaçon, répondit-il sereinement. Vous comprendrez, Watson, que les initiales et la promesse d'amnistie constituent un appât très appétissant pour notre ami absent. Si je le juge correctement, il ne résistera pas à l'appât. Tu veux piéger Arnaud? Exactement. Mais il faut préparer la scène avec délicatesse. La serre derrière Latham House fera l'affaire si mademoiselle Latham consent à quitter les lieux pour la nuit. Holmes rédigea un mot à l'intention de la jeune femme, lui fournissant suffisamment d'explications pour obtenir sa coopération sans l'alarmer. Il dépêcha ensuite un messager à l'estrade, invitant l'inspecteur à se joindre à notre expédition. Ce vendredi, au crépuscule, nous étions à Bayswater. Le jardin était pâle sous la lune décroissante, la serre luisant faiblement à travers le feuillage, telle une grotte de cristal. Holmes scrutait le terrain avec l'air d'un général choisissant le lieu d'une embuscade. « Toi, Watson, reste près de la haie d'Ifs, » ordonna-t-il. « Lestrade, cache-toi derrière l'établi. Je resterai dans l'ombre près de la porte. Dès que notre proie entrera, laisse-lui une corde pour se pendre, puis saute. » À peine avions-nous pris position qu'une brume basse s'éleva de nouveau de la rivière, adoucissant les contours et étouffant les bruits. Le temps s'écoulait avec une lenteur insupportable. J'entendais mon propre pouls battre contre mon oreille. La serre se dressait, sombre et silencieuse, ses vitres reflétant de temps à autre les lueurs de la lune. Finalement, un léger craquement de gravier m'atteignit. Une silhouette élancée avançait prudemment sur le sentier, s'arrêtant souvent pour écouter.
Il portait un paquet sous un bras et dans l'autre main, un objet pâle, une rose. Il se glissa par la porte de la serre et la referma doucement derrière lui. Un murmure de voix s'éleva. Le baryton calme de Holmes, apaisant mais teinté d'autorité, et le ton plus sec de l'intrus tendu par l'inquiétude. Je m'avançai jusqu'à voir à l'intérieur. Holmes se tenait tranquillement près d'un banc chargé de jeunes plants. Son visage maigre, illuminé par un rayon de lune, filtrant à travers la vitre. Devant lui, serrant la rose, se tenait un jeune homme à l'air nerveux. Jules Arnaud. « Vous jouez un jeu dangereux, monsieur, » disait Holmes. « Pourquoi voler une dame qui ne vous a jamais fait de mal ?» Arnaud secoua violemment la tête. « Je n'ai pas volé pour moi-même. Il y a quelqu'un à qui appartient mon service. Ils ont juré ma ruine si j'échouais. »« Qui est ce maître ?» insista Holmes. « Je n'ose pas !» s'écria le jeune homme. « Ils me poursuivent déjà. » Je voulais rendre le registre et demander pardon. « Alors, placez-le sur le banc » ordonna doucement Holmes. Arnaud hésita, puis déposa son paquet. Le regard de Holmes se porta sur l'estrade, qui se leva silencieusement de l'établi, menottes prêtes. À cet instant, une pierre s'écrasa contre la fenêtre du fond. Une ombre fila parmi les rosiers, suivie d'un coup de pistolet sec. Holmes se jeta sur le côté, entraînant Arnaud derrière une auge renversée. Des éclats de verre s'écrasèrent sur le sol. L'estrade hurla, s'élançant pour couvrir le garçon, tandis que je me précipitais dans le jardin à la poursuite du tireur. Une grande silhouette vêtue d'un long manteau se précipitait vers le mur du jardin. Je tirai un coup de semonce vers le ciel, mais l'intrus sauta par-dessus et disparut dans l'allée. À mon retour, essoufflé, Holmes avait relevé le jeune Français, qui tremblait violemment mais semblait indemne. « Nous avons perdu notre tireur », observa Holmes en époussetant sa manche. « Pourtant, nous avons gagné un témoin, et peut-être le registre. » Il déballa le paquet, révélant le volume relié en veau, volé dans le cabinet de Sir Edwin. Sous sa couverture se trouvait une fleur pressée, dont les pétales étaient légèrement dorés par le pollen. « Regarde bien, Watson », dit Holmes doucement. « Cette fleur pourrait bien révéler pourquoi des hommes risquent la mort pour la posséder. » Arnaud, pâle mais plus calme, s'affala sur un banc. « Je vous jure, monsieur, » y murmura-t-il, « je ne souhaitais que me libérer d'eux. » Il cherchait la formule secrète dans les notes de Sir Edwin. Une potion capable de préserver à jamais le parfum d'une fleur. Je ne pouvais pas les laisser détruire l'œuvre de son père. « Alors qui ?» demandai-je. « C'est précisément ce que nous devons apprendre. » répondit Holmes en remettant la rose. « Ah, mais je crains que notre adversaire ne s'enhardisse. Le vol de ces billets suggère le désespoir ou le resserrement rapide d'un filet. » Il rassembla son manteau. « Allons, on a vu tout ce qu'on pouvait pour l'instant. Ce soir, je monterai ma propre petite garde. Il y a bien plus qu'un registre caché parmi ces roses. Nous avons pris congé de Miss Latham, lui promettant de rester vigilant. Tandis que notre taxi nous ramenait à travers l'obscurité ruisselante, j'ai senti que l'esprit de Holmes s'emballait, tissant les fragments, la fleur empoisonnée, l'intrus de minuit, le registre disparu, en un motif qui restait invisible. Chapitre 6 l'ombre, à Bayswater Holmes tint parole. Le soir même, nous retournâmes à Bayswater, arrivant peu après le crépuscule. Une nouvelle lune était basse dans un ciel violet, et l'air sentait la terre humide et la fumée d'automne. Mademoiselle Latham, bien que pâle, nous accueillit avec un calme serein. Elle avait suivi le conseil de Holmes et avait congédié son personnel plus tôt que prévu, de sorte que seule Briggs, la femme de chambre et elle-même restèrent à l'intérieur. Holmes parcourut le salon d'un regard calculateur. « Si notre adversaire envisage une nouvelle visite, dit-il,
Il frappera au moment où la confiance sera à son comble et la vigilance au plus bas. Ce soir, la brume et l'obscurité sont propices à l'action. Il installa l'estrade derrière les rideaux de la bibliothèque, me plaça près de la fenêtre du salon et disparut dans le couloir tel un chat gris et maigre. La maison s'installa bientôt dans un silence pesant, seulement interrompu par le tic-tac étouffé d'une horloge de parquet et le bruissement du lierre contre les carreaux. Pendant près d'une heure, rien ne bougea. Puis, lorsque l'horloge sonna 11 heures, je crus entendre un léger craquement dehors, suivi du bruit doux des chaussures sur le gravier. Un mince rayon de lune traversa le salon, illuminant la silhouette d'un homme traversant la pelouse. Il s'arrêta, scruta la maison, puis s'avança vers la fenêtre que j'observais. J'allais chercher mon revolver lorsqu'une seconde silhouette émergea de l'obscurité. Une silhouette élancée, vêtue d'une cape et d'une capuche, se déplaçant avec une grâce féline. Ils échangèrent un mot à voix basse. Le plus grand sortit un petit objet, peut-être une clé ou une lame, et se pencha sur la fermeture de la fenêtre. À cet instant, Holmes surgit derrière eux, sortant des buissons, silencieux comme un spectre. Il saisit l'homme le plus grand par le col, faisant fuir la silhouette encapuchonnée dans le brouillard. Une bagarre s'ensuivit. Holmes et son captif se débattirent dans l'herbe, le clair de lune illuminant un objet métallique dans le poing de l'homme. « Watson !» cria Holmes d'une voix sèche. J'ai franchi la fenêtre en un instant, revolver au poing. L'intrus s'est libéré, frappant Holmes à la tempe avec un instrument contondant. Avant que je puisse me rapprocher, il a détalé et a disparu au coin de la maison. Holmes s'est lancé à sa poursuite sans s'arrêter, sa silhouette élancée se fondant dans la brume. Lestrade surgit de la bibliothèque tandis que j'aidais Mademoiselle Latham à se stabiliser. Elle était apparue dans l'embrasure de la porte, attirée par le vacarme. « Restez avec elle !» ai-je exhorté l'inspecteur, et je me suis précipité à la poursuite de Holmes. Le jardin était fantomatique et immobile, à l'exception du léger bruit sourd des pas devant moi. Je l'ai suivi jusqu'au portail, qui s'ouvrait sur ses gonds. Au-delà s'étendait une étroite allée, bordée de hauts murs et surplombée d'ormes. J'aperçus 2 ombres disparaissant au fond. Holmes, à leur trousse, le fugitif zigzagant comme un renard. Mais le brouillard s'épaississait traîtreusement, les engloutissant tous deux. J'ai continué le cœur battant, jusqu'à ce que la ruelle débouche sur une petite place éclairée par un unique réverbère à gaz. Holmes se tenait là, les mains sur les genoux, le souffle court. « Il est parti, Watson !» dit-il doucement. « C'est un garçon vif et qui connaît bien le terrain. » Nous revînmes sur nos pas jusqu'à la maison, où Lestrade nous attendait, l'air sombre. La fenêtre de la bibliothèque était restée entr'ouverte, son loquet rayé mais intact. Aucun papier ne semblait avoir été touché. Holmes, se frottant le côté de la tête, s'accroupit de nouveau sur la pelouse. Son regard perçant parcourut l'herbe jusqu'à ce qu'il se fixe sur une lueur près de la haie. Il la ramassa et me la tendit. Un bouton en laiton, aplati sur un côté, orné d'une légère gravure représentant un serpent stylisé. « Curieux !» murmura-t-il. « Un bouton de livret, mais d'un modèle que je ne parviens pas à situer. » Mademoiselle Latham, toujours pâle, regarda le bouton avec appréhension. « Cela signifie qu'ils reviendront » murmura-t-elle. « Peut-être » dit Holmes doucement. « Mais chaque visite nous donne plus de fil à retisser. » Il empocha le jeton et se redressa. « Lestrade, chargez 2 hommes de surveiller les abords. J'examinerai cela demain matin. » Alors que nous partions, Holmes semblait préoccupé, ses doigts
traçant distraitement la forme du bouton de cuivre dans sa poche. La lumière des fiacres qui passaient éclairait par intermittence son profil acéré, révélant une rare intensité de réflexion. « Holmes, n'ai-je osé? Croyez-vous que la même main a volé le registre et a rôdé ce soir ?» Il hocha brièvement la tête. « Sans aucun doute. Et il y en a un autre. La silhouette encapuchonnée, dont les motivations pourraient différer du premier. Je dois savoir qui est chasseur et qui est proie. » Sur ces mots, il se tut, les yeux fixés sur les lampadaires voilés de Baker Street devant lui. Le motif qu'il avait aperçu demeurait pour l'instant figé derrière son front impassible. Chapitre 7 Fils, dans la lumière du matin l'aube, qui suivit notre aventure nocturne, se leva claire et lumineuse, dissipant le brouillard de la nuit et projetant de longs rayons sur le salon de Baker Street. Holmes était déjà debout. Je le trouvais à la table, le mystérieux bouton de cuivre posé devant lui, à côté d'un amas de volumes et de papiers. Sa robe de chambre pendait librement de ses épaules, et une cigarette se consumait entre ses doigts. « Voyez-vous, Watson, » dit-il sans préambule, « la gravure du serpent n'est pas une vaine décoration. C'est l'emblème du Serpentine Club, une association discrète mais influente près de Pall Mall. Parmi ses membres figurent des hommes d'État, des collectionneurs de manuscrits rares et, fait plus suggestif encore, plusieurs experts en botanique. Je m'assis en face de lui, remarquant la lueur de satisfaction dans ses yeux. Alors le rôdeur portait une livrée appartenant à ce club. C'est possible, mais pas forcément à leur service. Il appuya pensivement sur le bouton. Mais c'est un point d'origine. J'ai envoyé Wiggins avec pour mission de recueillir des renseignements auprès du portier du Serpentine. En attendant, je propose que nous rendions visite à M. Carster pour savoir comment il explique son absence lors de l'intrusion d'hier soir. Holmes jeta un coup d'œil vers la cheminée, où une rose fraîche, livrée avec le courrier du matin, était posée dans un fin vase en verre. Une petite carte l'accompagnait, portant seulement les mots « Cessez vos recherches ». Holmes haussa un sourcil. « Notre adversaire a un don pour la correspondance horticole », remarqua-t-il, « et, curieusement, pour la confiance mal placée. Il croit que l'intimidation peut suffire. « Allez-vous informer mademoiselle Latham ?» demandai-je, en temps voulu. Répondit-il. « Voyons d'abord si M. Carsters garde des serpents ou des boutons dans sa garde-robe. » Carsters nous reçut à sa résidence de Kensington avec un accueil chaleureux qui ne dissimulait guère son malaise. C'était un homme d'âge mûr, à la robe impeccable, mais aux mains agitées. « Vous avez sans doute entendu parler de l'attentat d'hier soir », commença Holmes, en le fixant de ce regard fixe qui ne manquait jamais de le déconcerter. « Et puis-je vous demander où vous étiez à 11 heures ?» Carster rougit légèrement. « Mais, au club, bien sûr, la Serpentine. J'avais affaire à un comité là-bas. » Les doigts de Holmes tambourinèrent sur son genou. « C'est singulier. Vous pardonnerez ma curiosité si je vous demande si votre affaire concernait la botanique. » Le collectionneur rit un peu trop fort. « La botanique? Pas le moins du monde. On était en train d'examiner les comptes du club. »« demanda Holmes. « Nommez ce pouvoir qui vous tient. » Le regard d'Arnaud se porta avec crainte vers la fenêtre brisée. « Je n'ose pas, » murmura-t-il. « La rose a des oreilles. Elle le saurait. » Holmes le regarda un instant, puis se tourna vers l'estrade. « Et veillez à ce que notre invité soit logé en sécurité et sous bonne garde. La prochaine étape viendra de l'ombre, et je compte bien être prêt. » En quittant la serre, je vis Holmes glisser soigneusement la rose dorée entre les pages de son carnet. Le clair de lune éclairait son profil austère, et je ressentis à nouveau ce mélange d'admiration et de malaise que son calme inspirait toujours lorsque le danger se rapprochait.
Chapitre 9 Nell. Conseil des ombres, là. Lumière matinale perçait le brouillard comme de pâles lances lorsque Holmes me convoqua à Baker Street. Il se tenait près de l'âtre, une tasse de café non goûtée à la main, les yeux brillants d'une énergie que j'avais fini par associer au seuil de la révélation. « Watson, nous sommes arrivés à un tournant critique, » dit-il en me faisant signe de m'asseoir. « La nuit dernière a apporté 2 choses importantes, la récupération du grand livre de Sir Edwin et la confirmation qu'un esprit bien plus subtil que celui du pauvre Arnaud dirige cette affaire. » Il étala le registre sur la table. Ses pages sentaient légèrement le pollen de rose. « Observez, mon cher ami, ces notes marginales, écrites d'une main plus fine que celle de Sir Edwin. Quelqu'un a annoté la formule de la préservation volatile, un composé conçu, si j'interprète bien, pour arrêter la décomposition des tissus organiques. Je me suis penché sur le script. Une curiosité scientifique, ai-je murmuré. Plus que cela, répondit Holmes. Elle songeait à sa valeur pour quelqu'un dont le métier dépend de la fraîcheur, qu'il s'agisse de fleurs, de produits alimentaires ou... Son regard se porta vers la vitrine d'où montait le brouhaha des marchands ambulants. Mais l'objectif est plus ambitieux. Voici une formule qui préserve indéfiniment non seulement le parfum, mais aussi la floraison d'un spécimen rare. Imaginez une rose unique, plus prisée que les rubis, qui grâce à ce traitement resterait éternellement intacte. « Et Arnaud ?» demandai-je. « C'est un pion. Son histoire de coercition est véridique. Mais l'homme qui a brisé cette vitre et tiré sur nous, voilà le stratège. » Holmes tapota la table. « Un conseil d'ombre, Watson, dont la main s'étend aussi bien dans les serres que dans les salons. » À ce moment-là, Madame Hudson fit entrer l'inspecteur Lestrade. Il semblait emporté par le vent, mais triomphant. « Nous avons placé le Français en sécurité à Bow Street, » rapporta-t-il. Il se tait à la moindre question, mais nous avons appris ceci. Il a autrefois servi de valet à un certain baron Gruner. Holmes haussa les sourcils. « Ah, une vieille connaissance. Un collectionneur de plus que de la porcelaine, comme vous vous en souvenez peut-être. Pourtant, Gruner a été déclaré mort noyé au large de Naples l'année dernière. Les hommes de son trempe, a déclaré Holmes, ont l'habitude de survivre aux nouvelles dérangeantes. » Lestrade se tortilla mal à l'aise. « Il y a autre chose, monsieur Holmes. Nous avons trouvé ceci dans la doublure du manteau d'Arnaud. » Il sortit un morceau de parchemin. D'une écriture étrangère et audacieuse, on pouvait lire « Livrez la rose à Sainte Agnès-Ève » ou « Soyez réduit au silence ». Holmes lut le message 2 fois, puis le rangea près du registre. « La veille de la Sainte Agnès », songea-t-il. « Cela ne nous laisse que 15 jours. De toute évidence, une transaction est en cours. » Il s'approcha du violon et en tira quelques notes méditatives. « Watson, vous souvenez-vous du bal de Lady Chiddingfold ce samedi? Parmi ses invités, par un heureux hasard, se trouvera un certain horticulteur proche de feu Sir Edwin. Je propose que nous y assistions. » Lestrade fronça les sourcils. « Tu veux te mêler à la société pendant qu'un voyou nous tire dessus? »« Exactement, » dit Holmes en posant le violon. « Quand un serpent se love dans l'obscurité, il est bon de lui offrir un peu de lumière. » Ce samedi soir-là, Holmes et moi nous trouvions au cœur de la salle de bal scintillante de Lady Chiddingfold. Les lustres flamboyaient, le parfum des roses se mêlait à celui des dames en robe de satin. Mon compagnon, vêtu d'une tenue impeccable, scrutait la foule avec une précision glaciale. Près de la véranda se tenait un homme de grande taille, muni d'une canne à pommeau d'argent, dont le regard parcourait la compagnie tel un géomètre. Holmes me poussa du coude. « Observez, Watson, le baron est ressuscité.
Le baron Gruner inclina la tête vers une matrone qui passait, son sourire poli, son regard froid. Un revers de son manteau portait une curieuse épingle, une minuscule rose dorée. Holmes m'a conduit derrière un palmier. « Il va s'approcher de la véranda », murmura-t-il. Remarquez combien de fois son regard se porte vers la porte du fond, celle qui mène à la serre privée. Quelques instants plus tard, Gruner s'éclipsa, disparaissant parmi les palmiers et le marbre. Holmes lui fit signe. Nous le suivions dans l'air humide de la véranda, chargé d'orchidées en fleurs. À l'intérieur de la serre, le clair de lune se déversait à travers les vitres du toit sur des rangées de rosiers. Au centre, sous une cloche en verre, reposait une fleur dont les pétales scintillaient comme givrés d'or. Gruner se pencha sur elle, ignorant notre présence. Holmes s'éclaircit la gorge. « Un véritable trésor, baron !» L'homme pivota, la main fourrant dans son manteau. Avant qu'il puisse dégainer, Holmes s'avança d'un ton égal. « Je vous en prie, n'alarmez pas les dames de la pièce voisine. Nous souhaitons simplement un échange courtois. » Le sourire de Gruner revint, mais son regard se durcit. « Monsieur Holmes, » dit-il d'un accent suave, « vous vous mêlez une fois de plus d'affaires qui dépassent les compétences de Scotland Yard. Cette rose m'appartient de droit. » « Dis donc, c'est le droit de découverte de Sir Edwin, » rétorqua Holmes. « Et le vol, baron, n'est pas une conquête. » Gruner haussa les épaules. « Je récupère ce qui m'a été promis. Le registre contient la clé d'un élixir valant des royaumes. Pourquoi un botaniste sénile devrait-il amasser une telle splendeur ?» Le regard de Holmes se posa sur moi, signe de prudence. Parce que la connaissance séparée de la conscience n'est qu'un poignard sans garde. L'expression du baron se glaça. « Alors vous ne me laissez aucun recours. Avant que je puisse bouger, un sifflement fendit l'air, une minuscule fiole de verre que Gruner avait écrasée sous son talon. Instantanément, une vapeur âcre se répandit. Mes yeux me piquèrent. Les roses nageaient dans une brume dorée. Gruner bondit par une porte latérale et disparut dans la nuit. Holmes me saisit par le bras et me tira hors des fumées. « Il est désespéré !» toussa-t-il. « Mais nous connaissons maintenant le visage derrière l'ombre. Allons, Watson, il faut resserrer les mailles du filet avant la Sainte-Agnès. » Chapitre 17. Le piège étendu. Pendant les 2 jours suivants, Baker Street devint un véritable bourdonnement d'activité. Holmes, rarement immobile plus d'un instant, passait de bureau en cheminée, de cheminée en fenêtre, lançant des notes au bureau de l'estrade et les recevant par messager. Il jouait une mesure ou deux au violon, puis claquait l'archet sur les cordes comme un homme qui aiguise une lame et reprenait son écriture. « L'heure est venue, Watson, » dit-il au petit déjeuner le 3e matin. « La veille de la Sainte-Agnès approche. Et le baron Gruner ne laissera pas un si beau butin lui échapper. Il est temps de construire un piège à la hauteur de sa ruse. » J'avais fini par reconnaître cette lueur dans les yeux de Holmes. Le regard d'un faucon se penchant vers sa proie. « Vous envisagez de vous enrôler dans la cour ?» demandai-je. « L'estrade est déjà prêt, même si je crains qu'il ne joue qu'un rôle modeste. Un homme comme Gruner, avec des associés des 2 côtés de la Manche, a des oreilles dans des recoins inattendus. Si nous agissons maladroitement, nous risquons de nous retrouver avec un oiseau envolé. » Holmes sortit de sa poche une fine enveloppe, scellée à la cire cramoisie. « Ceci, » expliqua-t-il, « est une invitation à une vente aux enchères privées. Bien que l'hôte, Lady Chiddingfold, ignore qu'il s'agit d'un tel échange. Gruner pense que la rose de Sir Edwin y sera offerte sous mes auspices. Une fiction commode, mais qu'il ne peut s'empêcher de tester. » Il déposa devant moi un petit coffret en bois doublé de velours. «
À l'intérieur se trouvait une rose si parfaitement dessinée que j'ai cru un instant que Holmes avait trouvé l'original. Ce n'est qu'en y regardant de plus près que j'ai compris que la fleur était en soie, ses pétales étant finement saupoudrés d'or. « Un leurre » m'exclamai-je. « Exactement. Je l'ai fabriqué à partir d'indices dans le registre et d'une main généreuse avec certains colorants chimiques. » Holmes s'autorisa un léger sourire. « Si la cupidité de Gruner est aussi grande que je le pense, il mordra à l'hameçon. » Ce soir-là, nous nous rendîmes une fois de plus au manoir de Lady Chiddingfold, où s'était réunie une compagnie plus discrète que lors du bal précédent. Les invités admirèrent des objets d'art exposés sous des cloches de verre, un service à thé de Sèvres, un jeu d'échecs en ivoire, une miniature de Marie-Antoinette Holmes, en tenue de soirée impeccable, s'occupait de l'affaire avec une nonchalance qui dissimulait le danger de notre mission. J'avoue avoir senti mon pouls accélérer lorsqu'on nous a conduits dans un salon plus petit, au-delà de la galerie principale. Là, parmi les draperies de soie, une table avait été dressée. Au centre se trouvait la caisse en bois, son contenu dissimulé sous un pli de velours sombre. L'estrade se prélassait dans un coin, affectant l'air d'un invité ennuyé, mais gardant une main dans son manteau. « Maintenant, attendons » murmura Holmes en approchant une chaise. « La patience est la meilleure arme du chasseur. » Les minutes s'écoulèrent. Derrière la porte close parvinrent les accords étouffés d'une valse. Puis le loquet tourna. Le baron Gruner entra avec la grâce silencieuse d'un chat. Son manteau de soirée brillait, et une fois de plus, cette rose dorée ornait son revers. « Messieurs, » dit-il doucement en s'inclinant, « quelle chance que Londres offre de telles opportunités !» Son regard se porta aussitôt sur la table drapée. « Tu as la fleur ?» Holmes inclina la tête, mais ne fit aucun geste pour révéler l'affaire. « Une question de terme, baron. Avant de parler de propriété, nous devons aborder certaines irrégularités. Des armes à feu utilisées dans des serres, par exemple. Le sourire de Gruner était celui d'un escrimeur qui teste la distance. Un malentendu fini. Concluons nos affaires et nous nous quitterons amis. La main de Holmes reposa légèrement sur le velours. Le prix, vous en conviendrez, est élevé. Nommez-le. Justice, répondit Holmes d'un ton soudain ironique. Pour Sir Edwin, et pour chaque âme que vos intrigues ont mise en péril. Le visage du baron s'assombrit. Ses doigts se crispèrent vers sa manche. Avant qu'il puisse bouger, Lestrade s'avança, son revolver pointé. « Je ne crois pas, baron, dit Holmes en soulevant le tissu. La fausse rose brillait à la lumière de la lampe, son éclat doré attirant le regard avide de Gruner. Avec un juron, l'homme se jeta droit dans les bras de Lestrade. L'inspecteur lui tordit le bras derrière lui et lui mit des menottes. L'espace d'un instant, le visage de Gruner se teinta de fureur, puis, haussant les épaules, il se laissa asseoir. « Vous jouez bien, monsieur Holmes, » dit-il froidement. « Mais attention, la partie n'est pas terminée. D'autres me suivent. » Holmes le regarda avec une gravité tranquille. « Peut-être, » dit-il. « Et pour ce soir, baron, le tableau est vide. Quand nous quittâmes enfin le manoir, un épais brouillard recouvrait mes fers, réduisant les lampes à des taches jaunes. » Holmes s'arrêta au bord du trottoir, respirant profondément l'air nocturne. « Le piège s'est refermé, Watson, et, dit-il, et pourtant la forêt au-delà recèle encore des ombres. La rose n'était qu'un symbole. Ce qu'elle symbolise pourrait bien s'avérer bien plus sombre. » Et avec cette remarque énigmatique, il fit signe à un taxi, me laissant réfléchir au nombre de secrets qui s'accrochaient encore aux pétales de cette fleur. Mystérieuse, chapitre 11 Fils, dans le brouillard, Holmes était debout bien avant que je descende,
prendre mon petit déjeuner le lendemain matin. Je le trouvais à la fenêtre, les mains jointes dans le dos, contemplant la brume automnale qui s'enroulait le long de Baker Street. L'arrestation du baron avait été un triomphe. Pourtant, il n'y avait aucune trace de victoire dans l'attitude de Holmes, seulement la vigilance tranquille qui accompagne une énigme résolue, mais dont la suivante demeure. « Tu dors profondément, Watson ?» demanda-t-il sans se retourner. « Excellent !» répondis-je en versant du café. « J'espère que vous avez fait de même. » Il eut un petit rire. « Dormir, mon cher, est un luxe pour ceux qui se contentent de la surface des événements. J'ai passé mes petites heures à remonter le fil des intrigues de Gruner. » Je posai ma tasse. « Alors, tu crois que l'affaire n'est pas encore terminée ?» Holmes se retourna, les yeux brillants. « Vous avez remarqué hier soir la dernière remarque du baron ? D'autres le soutiennent. De telles déclarations ne sont pas vaines. Il est un stratège trop impitoyable pour parler avec force lorsqu'il est acculé. Il y est une autre main en jeu. » Il sortit de la poche de sa robe de chambre un morceau de papier, arraché à une feuille plus grande. Un léger gribouillage à l'encre violette y était inscrit. « Livrez la fleur par la main de minuit, ou le jardin se fanera. » « On l'a découvert, » expliqua Holmes, plié dans la tabatière de Gruner pendant que Lestrade cataloguait ses effets. « Une menace ou peut-être un ordre ?» Je me penchai sur le bout de papier. « Et l'écriture ?»« Inconnue, mais le langage est horticole, faisant écho à l'imagerie entourant notre mystérieuse rose. » Holmes la déposa soigneusement sur la cheminée. « Voyez-vous, Watson, notre cible n'est pas seulement un collectionneur de plantes exotiques, mais un passionné de symboles et de chiffres. Il appartient à un cercle où ce langage est monnaie courante. » À ce moment-là, Madame Hudson entra portant le courrier. Parmi plusieurs enveloppes banales, se trouvait un lourd paquet, adressé d'une gracieuse écriture féminine à M. Sherlock Holmes, 221B. Baker Street Holmes l'ouvrit avec son canif. À l'intérieur se trouvait une rose blanche pressée, dont la tige était entourée d'un fil d'argent, et une carte portant seulement 2 mots, « Jardin de minuit ». Holmes haussa les sourcils. « Alors, le jardinier envoie sa carte de visite. Reconnaissez-vous cette phrase ?» Il secoua la tête. « Pas encore, mais cela suggère un rendez-vous ou une société. Nous devons découvrir où se trouve ce jardin. » En milieu d'après-midi, après avoir consulté Lestrade, nous nous sommes rendus à Scotland Yard pour examiner le prisonnier. Gruner, bien que confiné dans une chambre spartiate, gardait le sang-froid d'un homme attendant un opéra, et non un procès. Il inclina la tête à notre entrée. « Ah, le célèbre détective et son fidèle chroniqueur » dit-il d'une voix traînante. « Êtes-vous venu pour vous réjouir ?»« Au contraire, » répondit Holmes d'un ton neutre en s'asseyant. « Je souhaite parler de vos correspondants. » Les yeux de Gruner brillèrent d'amusement. « Vous avez donc trouvé un mot ? Je me demandais combien de temps cela prendrait. Hélas, je suis muet. Vous pouvez enchaîner les poignets d'un homme, monsieur Holmes, mais pas sa discrétion. » Holmes le regarda un long moment, les doigts croisés. « Vous pouvez considérer la discrétion comme un bouclier, baron. Mais elle pourrait se transformer en potence si vous persistez. Il est peu probable que la couronne fasse preuve de clémence si vous êtes reconnu coupable de complot. » Mais Rochester, Gruner haussa les épaules. « Si sévère, docteur. Pourtant, vous ignorez l'enjeu. Cette rose que vous brandissez devant le Yard n'est rien à côté de la vraie fleur, celle qui peut changer le destin de Whitehall. » Le regard de mon compagnon s'est aiguisé, mais sa voix est restée douce. « Alors, il y a effectivement un dessein plus vaste. » Mais le baron se contenta de sourire, se penchant en arrière, les yeux fermés,
comme un homme bercé par une musique lointaine. À l'extérieur de la cellule, Lestrade murmura un juron. « Il se joue de vous, monsieur Holmes. »« Peut-être, » murmura Holmes en tirant sur sa pipe, « ou peut-être insinue-t-il que notre petite plante a des racines dans le sol le plus profond. Ce soir-là, le brouillard s'épaissit jusqu'à ce que les lampes n'apparaissent que comme des halos flous. Holmes et moi dînâmes dans un silence gêné, chacun absorbé par ses pensées. Il finit par se lever et arpenta le feu. « Il faut aller plus loin, Watson. Gruner n'est qu'une épine. Quelque part, il y a un jardinier qui taille et taille, qui murmure des secrets à travers les roses. » Il s'arrêta brusquement, les yeux fixés sur la fleur pressée posée sur notre cheminée. « Un jardin de minuit, » répéta-t-il doucement. « Une société ou un lieu. Nous le saurons avant qu'un autre pétale ne tombe. » Sur ce, il prit son violon et en tira une phrase basse et délibérée qui flottait dans l'air comme une brume sur la Tamise. Une ouverture pour l'acte suivant de notre curieux drame. Chapitre. D'Uzel jardin de minuit l'aube se levait, blême et sans couleur, à travers la brume automnale, et pourtant Holmes était déjà assis à la table, penché sur plusieurs volumes, dont les dos en vélin annonçaient l'ancienneté. Son front arborait cette expression attentive que j'avais appris à associer à l'odeur d'une découverte imminente. « Watson, dit-il sans lever les yeux de la page, vous vous souviendrez de l'inscription sur cette carte « Jardin de minuit ». Après quelques recherches nocturnes, je suis persuadé qu'il ne s'agit pas d'un lopin de terre, mais d'un conclave, une société discrète qui a récemment pris racine parmi l'intelligentsia la plus décadente de Londres. J'ai tiré une chaise à côté de lui. Un club de jardiniers, ai-je osé dire, à peine. Holmes tapota la page. Notez cette référence dans le registre des Gentlemen pour 1889. Le Jardin de minuit, un groupe privé consacré au symbolisme et aux traditions horticoles rares, se réunissant sur invitation dans des locaux situés près du Strand. Il referma le livre d'un claquement sec. Diga, ses membres apprécient le langage secret des fleurs, la floriographie, et l'utilisent comme code pour les ragots politiques et le commerce de curiosités illicites. « Et Gruner ?» demandai-je. Les lèvres de Holmes se courbèrent avec cette ironie qui lui était propre. Le baron n'est pas un simple dilettante. Il est réputé pour avoir profité des réunions du jardin pour identifier de riches collectionneurs qu'il pourrait escroquer ou compromettre. Pourtant, je soupçonne qu'il est lui-même subordonné à quelqu'un de plus profondément enraciné. On frappa à la porte. Lestrade entra, trempé de brouillard, ses bottes laissant des traces sur le tapis. « Bonjour, messieurs. Notre oiseau reste muet, même s'il ne cesse de demander l'heure qu'il est, comme si minuit avait une signification particulière pour lui. » Le visage de Holmes s'illumina. « Parfait, Lestrade. Voilà qui arrange notre emploi du temps. » Il tourna son regard vers moi. « Watson, une petite excursion en soirée, te dirait-elle. Je propose que nous allions au jardin sans y être invités. » Au crépuscule, nous roulions vers l'est en fiacre, les rues luisantes de bruine. Holmes, enveloppé dans son long manteau gris, me donna de brèves instructions. Nous devons apparaître comme des amateurs en quête d'un divertissement à la mode, a-t-il déclaré. Oh, la curiosité, mêlée à une certaine ignorance, nous permettra d'accéder à des lieux où une enquête sérieuse échouerait. Nous descendîmes dans une ruelle étroite près du Strand, où un modeste portail en fer menait à une cour envahie de lierre. Une cloche discrète portait une plaque de laiton portant seulement le mot « Jardin Holmes » insista, et un instant plus tard, un homme grand et maigre en livrée nous fit entrer sans commentaire.
L'intérieur se révélait un étrange mélange de véranda et de salon. Fougères et rosiers s'épanouissaient sous des lampes aux abat-jours de verre vert. De petites tables étaient dressées parmi les statues, tandis qu'une faible musique de harpe et de flûte flottait depuis un recoin caché. Plusieurs dames et messieurs en tenue de soirée conversaient à voix basse, chacun portant une fleur sur la poitrine. Holmes, adoptant un air de curiosité languissante, me conduisit dans un coin d'où nous pouvions observer la scène sans être vus. Soudain, une petite femme vêtue d'une robe couleur orage s'approcha, portant un plateau de verres en cristal. « Les nouveaux visages sont rares, » remarqua-t-elle. « Soyez les bienvenus au jardin. Je m'appelle Miss Ravenser. » Holmes s'inclina. « Nous vous sommes très reconnaissants, madame. Votre réunion est aussi parfumée que son nom. » Elle lui lança un regard amusé et malicieux. « Parfumée peut-être, mais attention aux épines, monsieur. »« Sigerson !» Et répondit Holmes d'une voix doucereuse, c'était l'un de ses pseudonymes les plus connus. « Mon compagnon, le docteur Vermilion. » J'ai failli m'étouffer en entendant ce nom, mais Miss Ravenser a incliné la tête avec une gravité parfaite et s'est éloignée. Pendant l'heure qui suivit, Holmes se déplaça avec une grâce féline d'un groupe à l'autre, recueillant des bribes de conversation. J'entendis des murmures pétales tomber de le grand livre du gardien. Et une fois, alors qu'un monsieur masqué passait devant nous, la phrase La Rose s'ouvrira à midi. Finalement, Holmes m'a pris à part. Notre proie se retrouve ici à minuit pour une transaction. La rose est une clé, pas un trophée. Alors que l'horloge approchait de l'heure indiquée, les invités se rassemblèrent autour d'un piédestal de marbre au centre de la pièce. Sur celui-ci reposait une petite boîte en ébène, verrouillée et ornée d'une fleur sculptée. Un homme s'avança, mince, aux cheveux argentés et coiffé d'un camélia cramoisi. Sa voix, bien que douce, était imprégnée d'autorité. « Ami du jardin », a-t-il entonné, « nous nous réunissons pour assister au décès de la rose de Sir Edwin Harrow, et avec elle, de la connaissance que notre cercle garde. » La main de Holmes se serra plus fort sur ma manche. « Le cœur du mystère réside dans cette boîte, » m'y murmura-t-il. Je ne pouvais pas encore deviner quelle révélation contenait le coffret, mais l'air de cette pièce parfumée était lourd de suspense, et je sentais que nous étions au seuil même de l'énigme qui nous avait attirés de Baker Street au cœur de l'intrigue nocturne de Londres. Chapitre 13, le gardien de la Rosin. Silence s'abattit sur l'assemblée lorsque le maître de cérémonie aux cheveux argentés plaça une longue et fine clé dans le coffret d'ébène. Le léger clic de la serrure résonna aussi clairement qu'un coup de pistolet dans cette chambre parfumée. Holmes se pencha imperceptiblement en avant. Je sentis la tension de sa main sur ma manche. Le couvercle se souleva, libérant un léger parfum épicé. À l'intérieur, enveloppée de velours blanc, reposait une rose comme je n'en avais jamais vue. Ses pétales étaient d'un ambre pâle, veiné de pourpre, comme si un feu secret brûlait en son cœur. À côté reposait un fin parchemin, scellé de cire rouge. Le gardien s'adressa à l'assemblée à voix basse. Par ordre du cercle, cette relique est confiée ce soir à celui qui a gagné la confiance du jardin. La rose de Sir Edwin est plus qu'un ornement. Elle recèle un savoir trop dangereux pour être ignoré. Le regard de Holmes s'aiguisa. « Alors, murmura-t-il, la rose est un récipient. » Mademoiselle Ravenser s'avança, portant un plateau d'argent sur lequel reposait un petit scalpel. D'un doigt adroit, elle coupa la tige de la fleur, révélant « Mirabile dictu », un canal creux astucieusement rempli d'un rouleau de papier très fin. Les yeux de Holmes brillaient.
Je pouvais presque entendre les mouvements accélérés de son cerveau extraordinaire. Observe, Watson, le message est caché au plus profond de la fleur. Le parchemin fut sorti et remis à l'homme aux cheveux argentés, qui brisa le sceau et commença à lire. Je n'en percevais que des bribes, fournitures d'armement, Balkan en sous-main au trésor. Ces mots me frappèrent comme de l'eau glacée. Il s'agissait là d'une preuve d'espionnage, introduite clandestinement sous couvert d'horticulture. À cet instant, une voix aiguë retentit dans l'ombre. « Attendez, ce papier appartient à la couronne !» Lestrade, discrètement posté près de la porte, entra dans le cercle, un revolver à la main. La compagnie haleta et se dispersa parmi les palmiers. Holmes s'avança avec une autorité calme. « Messieurs, mesdames, cette réunion est terminée. Le rose a servi de courrier pour des secrets d'État. Le baron Gruner est en garde à vue. Mais il reste encore un jardinier dont nous devons démasquer la bêche. » Le sang-froid de l'homme aux cheveux argentés vacilla. « Tu ne peux pas prouver. » Holmes l'interrompit doucement, mais avec une certitude mortelle. « Vous êtes Sir Lionel Quayle, ancien sous-secrétaire d'État au ministère de la Guerre, démis de ses fonctions après des irrégularités, mais engagé par certains agents étrangers pour exploiter votre influence. Vous avez utilisé le jardin de minuit comme écran pour vos intrigues. » Le visage de Sir Lionel se durcit. D'un geste vif, il saisit le parchemin et fit un bond en arrière. Une porte dérobée s'ouvrit en grand derrière lui, laissant passer un courant d'air brumeux. Mais Lestrade fut plus rapide. D'un seul bond, il se redressa et le papier fut arraché des mains du traître. Holmes se pencha, ramassa la rose tombée et la contempla avec un mélange d'admiration et de mépris. « Ingénieux », murmura-t-il, « cacher un code secret d'État dans une fleur vivante. La beauté mise au service de la trahison. » La salle se tut peu à peu, tandis que les invités étaient escortés vers la sortie par des agents de police appelés de la ruelle. Holmes s'approcha de mademoiselle Ravenseur, pâle mais ferme. « Madame, je crois que vous êtes innocente de ce projet, même si votre hospitalité a été abusée. Scotland Yard exigera votre déposition. » Elle inclina gravement la tête. « Je soupçonnais un danger, mais pas son ampleur. Le jardin est terminé, monsieur Holmes. » Quand nous plongeâmes enfin dans la nuit fraîche, le Strand était désert sous un brouillard naissant. Holmes marcha en silence jusqu'à ce que nous atteignions le taxi qui nous attendait. « Les racines de cette affaire sont mises à nu, » dit-il enfin en s'installant à côté de moi. « Pourtant, il faut remonter à leur source. Gruner était l'épine, Quayle le jardinier. Quelque part au-delà se trouve la main qui a planté la graine. Alors l'affaire n'est pas terminée. » Holmes esquissa un léger sourire. « Simplement élagué, mon cher Watson, reste à déraciner. » Et tandis que le taxi roulait en cahotant vers la maison, à travers les rues éclairées au gaz, je sentais que l'acte final de l'affaire était encore devant moi, ses pétales n'étant pas encore complètement déployés. Chapitre 14, la dernière chute des pétales. Le jour suivant se leva, lumineux et froid, la première vraie gelée de la saison miroitant sur les vitres de Baker Street. Holmes, enveloppé dans sa vieille robe de chambre couleur souris, se tenait près de l'âtre, une main sur la cheminée, l'autre tenant la rose d'ambre évidée. La lumière matinale, filtrant à travers un filet de brume, accrochait ses veines sculptées, la faisant briller comme si elle était vivante. Notre aventure nocturne a porté ses fruits, Watson, dit-il en retournant pensivement la fleur. Pourtant, un fil reste indénoué. Qui a placé les secrets dans la fleur et l'a envoyé voyager sous la cape du baron et sous la protection de Quayle? J'avais à peine bu ma première gorgée de café que Lestrade arriva, vif et professionnel,
bien qu'un peu impressionné par le mystère opulent auquel il avait pris part. « Le Yard a bien logé Quayle, dit-il. Il chante maintenant, il prétend avoir agi pour un gentleman influent, mais il n'ose pas le nommer. » Holmes inclina la tête. Un dernier masque, comme je l'avais prévu. Il ouvrit la rose et en sortit le fragile parchemin que nous avions récupéré au jardin. « Observe, » poursuivit-il en me tendant une loupe. « Entre les lignes, de faibles impressions. Un chiffre sous l'écriture visible. Sous la vitre, je distinguais une série de points et de courbes, comme les lignes d'une toile d'araignée. » Holmes les compara à un petit carnet de ses archives, puis leva les yeux brillants. « C'est la main de Sir Alaric Mortlake, » déclara-t-il, un nom autrefois évoqué à propos des trafiquants d'armes des Balkans, que l'on crut plus tard noyé dans l'Adriatique. De toute évidence, les rumeurs de sa disparition étaient prématurées. Lestrade jura. « Mortlake ! On n'a que des rumeurs sur lui. » Holmes déposa soigneusement la rose sur la cheminée. C'était lui l'architecte, Quayle le gardien. Sans ces intermédiaires, le projet de Mortlake s'effondre. Il marqua une pause, une étrange douceur passant sur ses traits. Et pourtant, d'une certaine manière, je regrette presque qu'un dispositif aussi délicat soit gaspillé à corrompre. Cet après-midi-là, nous avons accompagné Lestrade au Yard pour la signature officielle des déclarations. Quayle, pâle et brisé, raconta comment Mortlake l'avait recruté en lui promettant fortune et flattant sa vanité botanique. La dissimulation de papier chiffré dans des roses, destinées à la serre privée de Gruner, était l'idée maîtresse de Mortlake. « Une dissimulation élégante », murmura Quayle, « mais périlleuse. Je l'avais prévenu que les pétales pourraient ne pas résister à un voyage en mer. » Holmes le regarda gravement. « Il y a toujours une faille sur Lionel, dans le complot et chez celui qui l'a fomenté. » Une fois les témoignages recueillis et les mandats d'arrêt émis, la charge de l'affaire incomba à la couronne. Mortlake, comme Holmes l'avait prédit, tenterait de fuir vers le continent, mais les télégraphes le devançaient, et 15 jours plus tard, il fut appréhendé à Douvres, déguisé en marchand de livres anciens. Ce soir-là, Holmes et moi dînâmes tranquillement devant notre feu. La rose ambrée reposait entre nous sur la table, n'étant plus un objet de danger, mais une curiosité, un témoin innocent des ambitions les plus sombres des hommes. « Vous voyez, Watson, » songea Holmes en bourrant sa pipe, « comment la beauté peut être corrompue à des fins ignobles, et comment la plus petite incohérence, un pétale pressé, une phrase malvenue, peut démasquer une conspiration. » Je ne pus m'empêcher de sourire. « Une fois de plus, Holmes, vous avez prouvé que la logique et la patience l'emportent sur la force brute. Mais je l'avoue, la poésie de cette aventure restera gravée dans ma mémoire plus longtemps que ses conséquences juridiques. » Holmes esquissa un sourire ironique. « Alors, mes efforts sont doublement récompensés. La justice pour l'État et un récit digne de votre plume. » Il se leva et déposa la rose dans la niche au-dessus de la cheminée, à côté de sa pantoufle persane remplie de tabac. Et espérons, Watson, que le monde nous laisse en paix une semaine ou deux avant la prochaine convocation. Mais tandis que la lumière du feu dansait sur les pétales dorés, j'ai cru déceler, l'espace d'un instant, ce regard lointain dans ses yeux, comme si déjà, dans un recoin obscur du brouillard londonien, un nouveau mystère s'adressait à Sherlock Holmes.